Hello conquérant, aujourd'hui je te présente à nouveau une nouvelle terre de tennis et de performance, l'Académie Juan Carlos Ferrero en Espagne. Allez, suis-moi. Juan Carlos Ferrero Dona est un ancien joueur professionnel ayant été numéro 1 mondial dans les années 2000. Il a remporté 16 tournois dans sa carrière, dont un titre du Grand Chelem, celui de Roland Garros en 2003. Droitier mesurant 1m83 pour 72 kg, surnommé Cavallito par les Espagnols, il se distinguait par son jeu de fond de court aussi complet qu'efficace. Possédant un jeu agressif, l'Espagnol dictait le jeu par un coup droit lourd et profond pour faire exploser ses adversaires. Grande vitesse de déplacement et aucune faille à proprement parler, excepté ses lourdes blessures qui ont entaché sa carrière. Juan Carlos Ferrero s'est heurté comme de nombreux autres joueurs à la confrontation avec le Suisse Roger Federer. Entraîné par Antonio Martínez Cascales depuis 1989 à l'Académie de Villena, il n'a jamais réellement quitté son pays et a fondé son académie Ecoelite, ce qui a permis d'étendre l'attractivité de futurs champions au-delà de Madrid ou Barcelone. Actuellement, il a façonné un joueur déjà incontournable par son niveau de jeu et son intensité, Carlos Alcaraz Garcia, qui s'entraîne continuellement à Villena. En arrivant sur la structure, on constate que l'académie dispose de tous les éléments pour les joueurs. Terrain en green set, terrain en terre battue et un court central rebaptisé Cours Carlos Alcaraz pour rendre gloire au prodige espagnol. L'Académie de Juan Carlos Ferrero, c'est une structure qui ne va pas dans l'extravagance, mais qui sait comment façonner des futurs grands joueurs en créant un collectif au sein d'un sport individuel. Justement, cette académie, on va essayer de la comprendre plus en détail grâce à un stagiaire assidu depuis de nombreuses années à Ecoelite. On se retrouve ici à Bolbaite, un petit village aux abords de Valencia. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Sacha. Sacha, comment vas-tu? Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ça va très bien, merci. Donc moi c'est Sacha, j'ai 16 ans et je joue au tennis depuis une dizaine d'années maintenant. Je t'ai eu comme entraîneur, ça fait 2 ans maintenant je pense, et je suis venu témoigner un peu de mon expérience. Un petit peu comment tu as découvert la structure, depuis combien de temps tu y vas? Moi maintenant ça fait, donc là c'était ma 6e année, j'y suis allé pour la première fois en 2017, mais avec les 2 années du Covid j'ai pas pu y aller, donc voilà, j'y suis allé la première fois, j'avais 9 ans. Donc c'est pas forcément moi qui ai découvert, c'est plutôt ma mère qui m'a conduit à y aller. Et franchement, c'était super, j'ai gardé une très bonne expérience et c'est pour ça que j'y suis allé. Là, déjà, je te dis, ma 6e année, et j'ai prévu d'y retourner jusqu'à ce que je puisse. Le plus longtemps possible, en tout cas, pour pouvoir acquérir de l'expérience au niveau tennistique, mais aussi avec les amitiés qu'on se crée et tout. C'est ça, donc c'est pendant l'été que tu y vas, c'est un peu un summer camp, comme d'ici. Donc décris-nous un petit peu une journée type, comment ça se passe, quelles activités tu fais, comment un peu c'est organisé. Alors c'est ça, là où je vais moi, c'est effectivement le stage d'été, donc c'est les 3 mois de juin, juillet et août. Donc on peut s'inscrire, y aller d'une semaine à 3 mois si tu as envie, c'est compliqué. Et voilà, c'est une journée type, si tu veux je te fais le déroulé. On se lève de 7h30 à 9h, on peut aller prendre le petit déjeuner. Après, là je te fais la partie tennis parce que là il y a une partie padel aussi, mais je la connais moins bien donc je peux pas te dire. À 9h30 on commence les entraînements, donc il y a 2 tours. Soit tu commences par physique, soit par tennis, et la deuxième rotation tu feras donc l'inverse. Donc de 9h30 à 11h25, tu as ta première rotation. Donc soit sur les cours de tennis, soit avec les professeurs de physique. Après, on a une petite pause de 10-15 minutes pour manger un petit peu, boire un coup. Et on repart du coup sur la deuxième rotation jusqu'à 13h30. À 13h30, là, on a une pause. On peut profiter de la piscine, les installations, on repose un peu. Pareil, pour manger, il y a 2 tours, parce qu'on est pas mal, donc on ne peut pas tous aller à la cantine en même temps. Il y a à 14h et à 14h30. Et après, on a temps libre jusqu'à 16h. On reprend les entraînements à nouveau. Là, cette fois, c'est pas 2 heures d'entraînement, c'est 1h30 et 1h30. Donc ça nous fait finir à 19h. Et après, pareil, 20h, premier tour du dîner, 20h30 le deuxième. Et 22h30, on commence à se préparer, 23h, coucher. Est-ce que physiquement, c'est difficile? T'as combien du coup, en tout, t'as combien d'heures de sport par jour? Est-ce qu'au début, ça a été difficile pour les premiers stages? Et petit à petit, t'as réussi à t'habituer? En total, ça te fait 7 heures de sport en comptant uniquement les heures qui te sont imposées. Parce que après, t'as toutes les installations à portée de main. C'est tout très proche. Enfin, t'y allais, t'as vu, c'est tout très proche, très rapproché. Tu peux aller jouer au padel, au tennis, foot, basket, t'as tout. Donc des fois, à notre âge, on a envie d'aller taper dans le ballon, on y va. Et donc en plus des 7 heures, nous,
on joue encore plus. Donc si au début t'es pas conscient, tu te fatigues beaucoup. Les premières années, j'ai ressenti. Donc les 2 premières années, j'ai fait qu'une semaine. Et à la fin, je ressortais, j'étais mort. Mais petit à petit, j'ai compris que pendant les heures de repos, il faut se reposer. Faut pas aller chercher du plus. Faut toujours rester dans le cadre qui t'est imposé d'une certaine manière, de pas aller faire des activités en plus. Par exemple, le samedi, ils organisent un tournoi entre ceux qui restent le week-end, qui sortent pas. Moi, je le joue pas parce que le week-end, c'est fait pour se reposer, vraiment. Si tu te donnes à fond dans les exercices de tennis, de physique, 7 heures par jour, il fait chaud, franchement, c'est déjà assez. Arrivé, moi j'ai vu une structure qui restait humble dans sa proposition. C'est-à-dire, on arrive, il y a les cours de tennis, ok, mais il n'y a pas de statues ou de grandes écriteaux pour nous indiquer. C'est ça que j'ai un peu perçu quand je suis arrivé dans cette structure. Est-ce que dans le fonctionnement, c'est un peu comme ça? Vous faites du tennis, vous faites du physique, et il n'y a pas réellement de la marque Ferrero? Exactement ça. Bon, petit à petit, avec Alcaraz, bien sûr, il y a un engouement et tout. Il y a les terrains, ils portent les noms, Carreño Busta, Alcaraz. Mais ça reste une famille. C'est ça que j'essaye de montrer. C'est que par exemple, les joueurs, là, tous les Alcaraz, Carreño Busta, Darwin Blanche, ils payent pour rester. C'est comme si en fait, ils ont le même statut que nous. Ils payent pour rester, ils peuvent s'entraîner, mais ils dorment sur place, ils mangent sur place, ils ont tout sur place. Ça reste une structure assez familiale dans le sens où les numéros 1 ATP, ils ont le même statut que les 33, les 15-2, les 3-6 en France. C'est tout pareil, tout au même pied d'égalité. Donc ouais, et pour l'instant, la marque Ferrero, elle se répand de plus en plus, mais c'est normal. Je veux dire, c'était déjà quelqu'un avant Ferrero, mais là, avec Alcaraz qui arrive petit à petit, c'est normal que la marque soit de plus reconnue. Mais pour l'instant, ils parviennent à garder cette identité de famille, on va dire, et de faire en sorte que l'académie soit accueillante, conviviale, et qu'on puisse vivre ensemble avec une bonne harmonie. On revient un petit peu sur la semaine, sur l'organisation. Donc la nourriture, l'hébergement, tout est compris dans le pack, hein, que tu nous diras un petit peu après. Comment ça se passe la nourriture? C'est un self-service, c'est à volonté, et l'hébergement également, où vous êtes logé? Je commence par la nourriture. Donc les petits-déj, repas de midi et dîner, c'est comme un self à la cantine, hein. Tu as ton plateau, tu as tes couverts, tu passes, tu demandes ce qu'il y a. Il y a très grande variété. Pour les logements, donc moi qui fais le stage, enfin pour ceux qui font le stage, il y a un petit endroit que tu as vu quand tu es arrivé. Donc il y a des petites cabanes en bois, on est 2 par habitation. Et on réside là-bas pendant la durée de notre stage. Donc si tu restes un mois, tu restes là-bas pendant un mois, une semaine pareil. Et ça te permet aussi de créer des amitiés. On est tous sur le même endroit, donc dès qu'on a du temps de repos, à midi ou le soir, on est tous là-bas. Il y a 2 tables de ping-pong, un baby-foot, on est ensemble, quoi. On parle un petit peu du prix, ça va intéresser ceux qui nous écoutent. Ceux qui restent à l'année, est-ce que tu as une idée de l'ordre du prix? Et également toi, les stages d'été? Pour l'année, j'avais vu il y a quelques temps, je ne sais pas si ça a augmenté, je sais pas... J'imagine qu'un peu, mais pas d'une quantité considérable. C'était vers 34 000 € l'année. Mais tout compris, hein, le logement, tout. Okay. Et moi, à la semaine, pareil, donc avec tout compris, l'hébergement, le repas, les 2, la semaine sur place, je crois qu'une semaine, c'était vers les 1600. D'accord. Et petit à petit, si tu restais 2 semaines, c'était dégressif. Ça a pris, enfin je payais moins, mais ça reste quand même, franchement, l'expérience qu'on vit, elle est tellement inoubliable que moi je mettrais les 1600 € sans aucun souci. Franchement, chaque année, j'y retournerai sans aucun problème. Donc là, tu as parlé un petit peu des joueurs. Darwin Blanche, Carlos Alcaraz. Donc Carlos Alcaraz, évidemment, on ne va pas vous le présenter. Darwin Blanche, c'est un jeune joueur de 16 ans qui a joué il y a peu contre Rafael Nadal, qui a un gros potentiel. Donc tu as dit c'est une famille. Est-ce que justement, tu as pu discuter, dialoguer, voir ce genre de joueurs? Vu le soir même, donc on regardait, il y avait la finale des JO de foot, et puis ils se promenaient, ils s'arrêtaient, ils regardaient le match. C'est comme une maison en fait, ils peuvent être où ils veulent, quand ils veulent. Et le soir, les soirs, on met un peu souvent la musique, etc. Et puis
un jour comme ça, je vois Darwin qui arrive et puis petit à petit, on commence à parler, à discuter, etc. Et puis, Un jeune, quoi. ouais, un jeune de 16 ans, en fait, comme s'il était dans les fêtes du village. Et puis, on chante, on danse tous ensemble. Voilà, en fait, quand je dis une famille, c'est que tu peux passer tes soirées pendant toute la semaine avec le 913 à l'ATP, quoi. Ça, c'est super intéressant, je pense. Parce que là, ce que tu montres, c'est qu'il y a un vrai mélange entre entre les générations. Bah oui, un mélange entre les générations et également entre les niveaux, quoi. Ouais, bien sûr. Vous êtes tous sur la même structure, vous faites tous le même sport, et vous pouvez tous lier des amitiés. Bon, bien sûr, imagine qu'Alcaraz, voilà, c'est pas la même chose. Mais voilà, je pense qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Pas vraiment d'esprit de compétition, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau, peu importe si tu as tes points ATP, si tu n'arrives pas à jouer très bien. On est tous ensemble, on essaye tous de se pousser vers le haut et il n'y a pas de « Ah, toi, t'es pas bon au tennis, je reste pas avec toi ». Non, c'est vraiment tous pareil au même niveau. C'est pour ça, c'est vraiment sympa d'y aller et de passer une semaine là-bas, ne serait-ce pour vraiment découvrir un nouveau monde presque. On évoquait un peu les modèles espagnols et français, donc ce mélange des générations, mais il y a aussi d'autres aspects. Est-ce que maintenant, ça fait longtemps que tu vas en Espagne, que tu fais des stages là-bas, que tu connais également la vie espagnole, car ta maman est espagnole, je crois. C'est quoi pour toi les principales différences entre le modèle sportif espagnol et le modèle sportif français? Principale différence pour moi, c'est l'exigence. Et c'est-à-dire qu'on te demande toujours plus, toujours de t'améliorer, mais aussi qu'on t'explique pourquoi. C'est-à-dire, on va pas te dire cette prise, il faut que tu la changes, point. C'est-à-dire, cette prise, il faut que tu la changes, ça va te permettre d'apporter plus de, je dis n'importe quoi, plus de rotation à la balle, plus de spin, donc d'améliorer dans les points, de prendre du niveau, etc. Donc, premier point, l'exigence, pourquoi? Parce que si tu restes constant tout le temps, ça sert pas à grand-chose. D'aller, par exemple, là, tu fais un stage, tu payes 1600, si tu ressors avec le même niveau que t'es arrivé, pour eux, c'est comme un échec. Par contre, s'ils vont toujours t'en demander plus, toujours te faire plus, peu importe les conditions, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil. Par exemple, là, il a plu 2 jours pendant que j'étais, on allait au gymnase, et normalement, on n'a pas le droit d'y aller, mais on a fait physique pendant 2 heures, alors que normalement, c'était que 1 heure. C'est toujours dans cet esprit, c'est ça, de s'améliorer. Toujours d'être en croissante, d'être dans une évolution qui t'amène vers le haut. Pas de dégraisser ou de rester au même niveau. Ça, pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable. Et non, c'est ça. Et le pourquoi aussi, c'est que tu restes pas comme ça avec cette sensation de te dire « Ok, ils m'ont dit de faire quelque chose, mais je comprends pas. Enfin, je sais pas ce que ça va m'apporter, je sais pas ce que ça change avec ce que je faisais. » Et ça, franchement, c'est un côté, même pour l'élève, satisfaisant, parce que tu te dis, ok, je faisais mal les choses, j'ai compris ce qu'il fallait que je change, et effectivement, ça amène vraiment à une amélioration. Je pense que apporter cela en France, c'est-à-dire justement se baser un peu plus sur la science, expliquer pourquoi, être moins dans la perfection et dans le style, c'est possible encore ou ça va être compliqué? Franchement, c'est vraiment un état d'esprit qui est déjà ancré là-bas depuis vraiment des années. Là, par exemple, encore une fois, à l'académie de Ferrero, il n'y a pas que des professeurs espagnols, il y en a de tout le monde. Il y a beaucoup de Sud-Américains, des Argentins, des Colombiens. Des Français? Cette année, il y a eu un entraîneur français, mais quand ils viennent, ils comprennent ce que c'est. Donc vraiment, c'est quand ils arrivent ici, qu'ils voient comment ça se passe ici, qu'eux aussi, ils commencent à travailler de cette manière, de toujours en demander plus. Donc, est-ce que c'est possible de l'importer en France? Sûrement. Par contre, ça va prendre forcément beaucoup de temps. C'est pas en un claquement de doigts que tu peux réaliser cela. L'Espagne, c'est vraiment un état d'esprit. Quand on vient ici, c'est vraiment une manière de vivre, une manière de fonctionner. Et je pense que c'est possible d'amener ça en France. Après, tout de suite, non. Pas dans une courte durée, non. Impossible. Ah justement, est-ce qu'il y a une école de tennis pour les petits dans cette académie? Est-ce que c'est
club est-ce que c'est une académie un petit peu à côté d'un club ou non, c'est que une structure professionnelle? Et est-ce que tu sais un petit peu comment ça fonctionne quand ils sont minots? Sur quoi ils mettent l'accent? Alors, je pense pas qu'il y ait de club. Honnêtement, je vois pas de. Tu peux aller prendre des cours particuliers avec des profs, mais c'est pas dans le cadre d'un club. Alors, après, est-ce qu'il y a des petits? Oui, j'en ai vu cette année, par exemple. Dès 5-6 ans, ils viennent jouer, mais ils sont monstrueux. Ils sont très très bons. Tu les vois avec les balles rouges, ils font le geste complet. Ils ont un professeur que pour eux, donc c'est du cours un élève, un prof. Et ils mettent plus la technique, c'est plus des exercices ludiques. Bah, c'est normal, à 6 ans, tu vas pas lui demander de faire un panier de balles rouges et de la mettre dans un coin puis dans l'autre. C'est axé sur le jeu, mais qui lui permettent d'améliorer. Par exemple, il y a des grandes bâches, tu lui dis tu mets la balle dans le filet, ça fait un point ou un but, comme si c'était des cages de foot. Et le gamin, il tape, et puis à la fin, il est tout content. S'il a mis 5-8 points, il est très content. Mais vraiment, ils ont déjà un sacré niveau. Franchement, ouais. De le dire, de l'enfant jusqu'à l'athlète. Donc c'est un peu ce qu'on a vu aussi pour le modèle canadien, où ils ont tout un PDF qui explique justement qu'ils sont pris en charge dès qu'ils sont petits. Selon le chemin qu'ils vont faire, soit ils vont vers le professionnalisme, soit ils continuent vers le loisir. Pour moi, je pense que c'est ça la clé qui manque en France. De ne pas avoir justement, alors c'est tout bête, mais un PDF qui nous explique de quand le joueur il va dans le club, hop, il commence à monter. Après, qu'est-ce qu'il fait? On est moins aiguillé sur ça. Oui, totalement. Après, en Espagne, je pense pas qu'il y ait le PDF, mais bien sûr, il y a un suivi constant du joueur. Ils établissent un profil de joueur pour chacun. Ça, c'est sûr, le suivi il est bien plus personnalisé qu'en France, où tu t'inscris à ton club, tu prends tes cours, l'entraîneur, n'importe quel entraîneur, mais il va te donner tes conseils, mais à la fin du cours, il n'y a pas de... Et tu dois t'améliorer sur ça. Enfin, tu vas à ton cours, après pendant toute la semaine, tu oublies, tu penses plus au tennis, puis tu revas à ton cours, même si c'est pour le loisir, c'est pas grave. Ici en Espagne, même si c'est pour le loisir, tu as un suivi. Pour moi, ça c'est une différence aussi. Après, il y en a qui préfèrent sûrement le modèle français, de pas avoir... Ils ne connaissent que le modèle français. Oui, voilà, mais il y en a à qui ça doit très, très bien plaire de juste aller taper ces quelques balles à son cours du mardi soir et puis après d'attendre la semaine prochaine. C'est deux visions de voir, c'est deux visions, c'est deux modèles différents. On continue un peu sur l'aspect purement tennis et physique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence des cours en Espagne comparativement à la France? Qu'est-ce que tu fais spécifiquement au tennis, au physique? Différence quand tu as autant de sauts, autant de jeux faits en classe, il n'y en a pas tellement. Mais pour moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout qu'on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que, par exemple, on fait un exercice au panier, sur un groupe de 4, il y en a 2 qui jouent, un qui ramasse, et le 4e, il n'est pas sur le banc à attendre. Il prend un medicine ball et il fait des exercices au corps, quoi. Il n'y a jamais vraiment de pause. T'es toujours en exercice, t'es jamais en train d'attendre, t'es jamais passif, t'es toujours actif. À partir de ce moment-là, il y a eu un problème technique dont les 2 dernières minutes ils vont être en mode podcast. Je suis désolé pour ça, je m'excuse pour la gêne occasionnée et je vous laisse profiter de la fin de l'interview. Ça, pour moi, c'est une des plus grandes différences au tennis et au physique. Je sais pas s'il y a beaucoup de différences. C'est surtout qu'il y a une très grande variété d'exercices proposés. Tu fais jamais 2 fois le même exercice, chaque jour de la semaine, il y a des différents programmes, c'est-à-dire le matin, par exemple, tu fais les abdos, le soir, tu fais réflexe. C'est jamais, par exemple, tu feras jamais 2 fois force dans une semaine. Justement, cette différence, toi, depuis, en termes de tennis, de physique, quand tu es revenu en France, c'est plus simple pour toi d'aborder des matchs, peut-être, d'aborder des entraînements. Tu sens que tu as plus de caisse physique, plus de mobilité sur le terrain quand tu arrives en France. Est-ce que tu le sens, ça, réellement, quand tu reviens de 2 semaines? Tennistiquement, quand je sors de là-bas, je suis nul. Vraiment. Je sais plus tenir une raquette. En fait, il te change beaucoup de choses en très peu de temps. D'accord. Donc, le temps d'assimiler et tout, faut que ça revienne. Faut que tu reprennes tes habitudes, faut que tu changes les petits détails qui t'ont dit de changer. Mais tu progresses, ça c'est sûr. Tu progresses beaucoup. Donc, tennistiquement, effectivement, parce que chaque détail qu'il te donne est bon. Il se trompe presque jamais. Et physiquement, tu prends tellement cher là-bas que quand tu ressors, tu sens que physiquement c'est bien mieux. Merci beaucoup Sacha. On a bien dégrossi, on a bien saisi
le modèle, un petit peu l'ambiance et la vision de ce qui est la Juan Carlos Ferrero. Est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote pour finir de ces 2 semaines? Bon, j'en ai une, c'est rien du tout, hein, mais... C'est souvent donc, rien du tout, mais... Non. C'est donc quand Alcaraz est arrivé, on est tous allés donc, prendre la photo et tout. Et donc moi, le seul truc que j'ai trouvé à lui dire, donc c'est le vendredi soir, c'était de savoir s'il venait voir la finale de foot avec nous après, parce qu'il y avait France-Espagne au JO. Et bon, déjà, je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça, mais bon, pas grave. Et il me dit non, je suis un peu fatigué, faut que j'aille me reposer. Et puis après, on voit 2 heures plus tard, en fait, il était déjà dans l'avion, il partait aux États-Unis. Remercie Sacha pour nous avoir témoigné de ton expérience à l'académie de Juan Carlos Ferrero. Toujours plus de contenu arrive sur Tennis Conquête, vous êtes de plus en plus nombreux. Si toi aussi, t'es un conquérant du tennis, alors, suis-moi.